souvent demandé de parler des loyautés conflictuelles, puisque je suis une anglophone qui a beaucoup fréquenté le milieu francophone dès mes débuts. Et il est très tentant de faire une espèce de truc cause à effet. Pourquoi j'ai fait ce choix-ci, un truc très anecdotique. Mais c'est vraiment Héroïne qui traite de cette question-là. Donc, je vais en parler. Je vais plutôt faire une esquisse des influences dans ma carrière qui commencent avec le Québec et puis qui s'étendent petit à petit à une espèce de réseau continental qui est vraiment fort intéressant. Mais pour ce faire, vous ne m'entendez pas? Non, non. Est-ce que vous entendez en arrière, là? Ça va? Ça va. Pour ce faire, je vais quand même commencer avec certaines questions que je pose en écriture. Donc, avec des questions vraiment littéraires, j'essaie pas de faire la sociologie parce que je suis écrivaine, puis c'est tout. Gilles, je dois te dire que je t'adresse un peu dans cette... Et je pense que je sais dans quelle direction. Tu me vois venir, oui. Puisque tu avais dit, oh, c'est la modernité. Olivieri t'avait dit, oh, c'est vieux, mais c'est bon d'être dans la modernité encore. Alors moi, j'espère pouvoir vous expliquer comment ça évolue avec le temps. Et je ne sais pas comment en français on utilise le mot, quel sens qu'on donne au mot modernité, mais il me semble que c'est vraiment hier. Alors, à ce que je sache, je marche encore, puis j'écris encore. Et il y a des gens qui ont 30 et 40 ans qui sont dans le même réseau que moi. Nous sommes peut-être tous les fantômes, je ne sais pas. Ok, alors je vais faire ça en français. Simon m'a gentiment dit que je pourrais le faire en anglais, mais moi je ne me vois pas faire une présentation au CRILC en anglais. Je pense que je me sentirais comme une traîtresse une traîtresse. Alors je le fais en français, mais je fais les citations, j'ai gardé en anglais. Ça c'est une chose. Autre chose, c'est sûr qu'on a une habitude de parler de l'écriture dans une langue donnée qui vient aussi du contexte culturel de cette langue-là. Et des fois, je trouve que le discours est un petit peu réduit parce qu'on n'a pas trouvé toujours les équivalences qu'il faut en français. Mais bon, j'ai fait mon mieux. Je parlerai pendant 25 minutes. C'est correct ça? C'est trop long? Non. Et puis... ça va laisser du temps pour les questions. Arrêtez-moi si vous trouvez que je suis trop long, mais j'ai comme 12 pages et demie. C'est parfait. Non, mais quand on fait des lectures publiques, on nous dit 20 minutes, c'est tout, puis il y a toujours quelqu'un qui fait 40 minutes, puis les autres n'ont pas le temps pour s'exprimer. Je check toujours au départ. OK. Ça s'appelle le sujet suturé. C'est un sujet dont je parle beaucoup. Je commence avec une citation de Sherwood Anderson à propos de Gertrude Stein. For me, the work of Gertrude Stein consists in a rebuilding and entirely new recasting of life in the city of words. Stein has forgone the privilege of writing the great American novel, or of wearing the bays of the great poets, to go live among the little housekeeping words, the honest, working, money-saving words, and all the other forgotten and neglected citizens of the sacred and half-forgotten city. Je vois cette notion de la recomposition de la vie dans la cité des mots, dans l'écriture de Gertrude Stein, comme un déplacement de la narration au sein d'un espace où la composition est en premier plan, c'est-à-dire un espace qui n'est pas typiquement romanesque. J'aimerais discuter ici de ce que la composition de la vie dans la cité des mots, qui est Montréal pour moi, veut dire en tant que romancière. Mon projet romanesque est assez peu commun dans le contexte anglo-québécois.
Cette conférence m'offre donc l'occasion de parler d'un réseau continental qui coïncide ponctuellement avec l'écriture d'ici et dont les écrivains privilégient une exploration du mot à mot, une exploration du rapport entre les phrases, une exploration qui traite aussi la phrase comme caisse de résonance sans toutefois refuser ce que nous pourrions appeler un mouvement narratif. Dans la prose de Stein, ainsi que dans celle des écrivains expérimentaux contemporains, dont je vais vous parler ici, la tension entre le désir que l'écriture fasse une partie du travail de la poésie, tout en demeurant à un certain niveau un roman, entraîne une flexion des relations usuelles dans la narratrice, chez la narratrice et aussi dans la narration, et entre la narration et le lecteur, la lectrice. Stein voulait annuler la voix narrative et en nous ramenant aux matérialités du langage. Le nous ici, c'est le lecteur. J'y reviendrai. Chez moi, la voix narrative est moins annulée que dispersée. C'est ma formation en journalisme, ma première carrière, qui a souligné combien il est difficile de dire des choses qui sont hors du cadre des normes communicatives établies. On pouvait bien entendu prendre position jusqu'à un certain point dans nos articles, mais le format, le contexte du journal, je travaille à la Gazette, le rôle du journal dans la communauté, c'est-à-dire chez les lecteurs, laisse peu d'espace à la digression. Personne ne nous le disait, mais nous en connaissions les paramètres. Cela faisait partie d'une entente si profonde qu'elle pouvait demeurer muette. Finalement, j'ai démissionné, motivé par un désir d'écrire de façon à former un pont au-dessus de, entre autres, la brèche que je ressentais entre vivre écrire en anglais et la société francophone dans laquelle cette écriture déroulait. Peu à peu, j'ai compris, et avec chaque roman, je comprends mieux l'intérêt de mettre en question, dans la structure narrative même du roman, la fonction de ce qu'on appelle en anglais point of view, narratif. Peut-être pourrait-on dire en français, posture narrative, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé un bon équivalent. Écrivant, donc mettre en question le point de vue, écrivant à l'homme de Gertrude Stein, elle qui écrit en phrase comme une romancière, mais qui annule la voix narrative et qui nous ramène constamment au langage dans ses textes. Dans les ateliers d'écriture de fiction, une voix singulière, bien définie, sert trop souvent de baromètre à la perfection, esquivant la question des valeurs et hiérarchies cachées qui sont toujours présentes, même quand le narrateur, la narratrice abandonne son omniscience en faveur d'autres techniques, telles la narration oscillante entre le je et le vous. Recomposer le vide de façon entièrement neuve dans la cité des mots implique un dérèglement des relations entre les mots, les phrases, les éléments de la narration et le rapport avec le lecteur au moyen de différentes techniques venant souvent de la poésie. Le but est, entre autres, d'ouvrir davantage des vecteurs de conversation avec le lecteur comme le fait la poésie. Maurice Blanchot, dans son texte intitulé La voix narrative, ainsi que dans son analyse de Meldauer de Lautréamont, fait l'éloge de Meldauer avant tout pour son exploration de la voix narrative. À ce propos, Blanchot doute que la non-narration soit possible même en poésie, et est sceptique quant à la poésie comme forme d'écriture supérieure. Malgré cela, la poésie crée un espace dans lequel le lecteur peut entrer et dialoguer. Mais que se passe-t-il si l'on s'en remet à différer ou à disperser dans l'espace du roman le mouvement syllogistique? Comment la question d'être, qui est après tout une question de conscience, donc de langage, se tisse-t-il sans cesse dans les toffes des réseaux sociaux
se fait mouler par elle et parfois parvient à mouler cette dernière un peu aussi. Je voulais entreprendre une exploration sous une forme romanesque. Je voulais être l'homme de la foule, ce codépendant, comme dit Walter Benjamin. Je veux dire par là la personne concernée à un certain niveau par la sociabilité et le social, ce qui est pour moi le romancier, qui rencontre, donc l'homme de la foule, qui rencontre le flâneur le plus extrême de Baudelaire. Si, pour un écrivain, la communauté égale les lecteurs, je signale tout de suite une difficulté fondamentale. Une écriture qui s'opère dans l'intervalle des notions de genre, je dirais aussi au Québec entre les cultures, et je parlerai plus spécifiquement de mon roman un peu plus tard, soulève forcément la question de comment lire un texte qui saigne à travers les petites planches qui forment la boîte des normes que nous portons chacun en nous en tant que lecteur. Autrement dit, il faut à ce genre de texte un milieu interprétatif. Où serait l'écriture au féminin sans les études féministes, sans au départ les Luce Irigaray, qui était beaucoup rejetée par la suite, mais qui a shaké les choses quand même, les Lucy Glucksmann et tout travail qui a été fait ici par les femmes critiques et universitaires telles le feu Barbara Goddard, la revue Tessera, Spirale, etc. On sait que l'époque où l'on inventait des termes comme l'écriture au féminin, sans avoir l'air trop ridicule, où l'on se disait révolutionnaire n'est qu'une ombre. Quoique on entend du moins le mot révolutionnaire chez les amis, des fois. Merci. Et c'est vrai que depuis cette époque, les années 70, les années 80 un peu aussi, le roman s'est beaucoup professionnalisé, est devenu plus sage formellement, bien que je pense percevoir chez certains jeunes un questionnement fort intéressant. La brèche ouverte pour une critique radicale, matérielle, c'est quand même presque fermé. Meanwhile, surtout au Canada anglais, le contexte littéraire critique et interprétatif n'a jamais été très grand par rapport à ce genre de prose, bien qu'il ait fleuri très brièvement ici. En anglais, la plupart du travail qu'on peut qualifier comme avant ou formellement risqué s'est passé et se passe en poésie chez les écrivains tels le conceptualiste Christian Bach ainsi que Lisa Robertson, et vraiment chez les jeunes, je pense que c'est les jeunes poètes qui ajoutent beaucoup ces jours-ci. Je mentionne Rachel Zolf, Jenny Sampurisi et Angela Carr qui étudient ici, puis qui est d'accord. La critique qui se fait dans les quotidiens et en anglais et en français, là je parle des critiques de la prose, mais c'est guère mieux en poésie, ces jours-ci, se fait aussi selon les bonnes règles du genre classique. En prose, ça veut dire parler du trame narratif, point. En conséquence, la plupart du temps, le lecteur qui se trouve confronté à de la prose expérimentale ou intergenre cherche désespérément le fil narratif ou les fils narratifs qui sont bien entendu là. Mais pour bien lire, il faut aussi prendre en ligne de compte comment les mots, les rapports entre les phrases se situent différemment. Une question courante qu'on me pose: pourquoi de la prose quand on pourrait tout simplement écrire de la poésie? Si le roman s'est professionnalisé suivant l'époque du prochain épisode, French Kiss, j'ai pensé à un autre aujourd'hui, je pense que le premier roman québécois que j'ai lu, je ne sais pas si quelqu'un ici le connaît, What the Fuck? Non, c'était what, là, comme coton, okay. Fuck comme animal. Mais j'en ai parlé dans mon atelier avant Noël. C'était, je pense, c'était un type qui s'appelait Granger et puis qui était
animateur d'une station de musique à Chicoutimi, je crois. Et ces romans étaient des listes de chansons, donc du grand rock francophone, parce qu'il y avait Charles Lebois, etc., mais aussi anglais comme Dylan, les Stones, avec un commentaire. Mais c'était vraiment, c'est comme le conceptualisme aujourd'hui pour ces listes, pour toutes sortes de choses. C'est assez drôle comme roman. J'ai une copie, je ne l'emprunte pas, mais on peut regarder. En tout cas, oui. Ah oui, ok. Donc, si le roman c'est professionnaliste suivant l'époque du prochain épisode French Kiss et Beautiful Losers, pour le côté anglophone, québécois, je suis bien consciente qu'il faut des romans lisibles à certaines époques et qu'ils sont plus nécessaires dans certaines époques que dans d'autres. Mais le roman a d'autres vocations que la vocation populaire. Peu de romans de l'avant-garde du XXe siècle n'étaient populaires dès le départ, comme vous le savez, mais ils ont souvent laissé des traces profondes dans le psyché littéraire. Ce qui est en jeu dans la lecture de ces romans, où l'écriture cherche elle-même urgemment à déplacer les structures romanesques vers des espaces temporels et spatiaux alternatifs, comme le suggère l'écrivain New Narrative Rob Halperin, c'est ce qui est en jeu est an acute awareness of language as social material and its appreciating of writing as artifice. Je trouve le mot artifice vraiment très important. Une parenthèse. Bien que nous ne nous connaissions pas, l'atelier New Narrative de Bob Gluck de la lointaine San Francisco et le groupe La Terre un dimanche à Montréal ont débuté à la même époque, l'un concerné par l'identité homosexuelle, l'autre par l'écriture au féminin. Comme pour nous femmes ici qui résistaient à la rature formaliste du sujet parlant, ces écrivains gays de San Francisco se sont regroupés en réaction contre les language writers qui voulaient eux aussi rayer le sujet parlant. Comme nous, les écrivains New Narrative s'exprimaient en prose, mais avec de la fragmentation, le métatexte, l'autofiction, et dans les deux cas, on parlait de vouloir écrire contre une assimilation, un ordre symbolique qui semble nous effacer, en effet. Un grand projet très ambitieux. Les gays de San Francisco insistent plus que nous sur l'importance de la narration comme outil de construction d'un réel qui serait autre que celle de la norme hétéro. Et si dans les deux cas, la prose employait le langage disjonctif, les silences, les césures, etc., les gays de San Francisco mêlaient, et ça c'est vraiment une différence, la grande culture avec la culture populaire et même la culture underground. Donc des passages pornographiques par exemple, à côté des passages d'ordre métaphysique, rhétorique, on voit ça dans les romans de Bob Gluck, surtout le premier qui s'appelle Gilles Jack the Modernist. Le roman devient performance, donc, surtout à San Francisco, un lieu où la frontière entre le licite et l'illicite de l'oralité est soit maintenue, soit mise au défi. La lecture, à l'origine un acte privé, devient un acte social. Nous luttons contre la signification, du moins c'est ce qu'on voulait faire, et ce n'était pas loin de ce qu'on voulait faire ici avec l'écriture au féminin. Ok, maintenant, excusez-moi, maintenant un peu de fiction. C'est samedi matin. Un gars d'Hydro-Québec a appuyé son échelle contre les meubles et ça fait un tapotement énervant. Les décorations d'Halloween commencent à apparaître. L'adorable petit Félix qui habite au rez-de-chaussée a planté des citrouilles en plastique qui s'allument dans le sol et il m'en explique le mécanisme longuement. Félix a 9 ans. Il a une fascination quasi poétique pour comment les choses sont assemblées. Il est intéressé par la composition. Les structures de pensée qui deviennent fixes avec le temps ne sont pas encore indélébiles chez lui. Alors tout est encore possible. Les petites lueurs dans ces citrouilles reflètent un temps à venir.
À peine avons-nous terminé de ratisser les feuilles que le gazon en est à nouveau tout recouvert. Il lève les yeux et dit avec émerveillement qu'elles tombent à l'infini. À l'infini. Félix devant ses feuilles tombantes est comme un lecteur devant un poème, projeté vers un temps, un espace bourré de possibilités. En prose, on écrit des phrases, chaque phrase s'élance vers le point, s'élance vers une clôture. Et dans la manière conventionnelle selon Ron Silliman, dans son article The New Sentence, la phrase suivante poursuit le processus, et ce, jusqu'à ce qu'on en arrive à une conclusion, la fin. Au moins de remettre le rapport entre les phrases gravement en question. Quant au lecteur, en suivant le fil qui amène à la fin, il compte sur des structures, des notions profondément enracinées, reçues, pour apprécier et évaluer. Trop souvent, nous méprenons une caractérisation bizarre ou intrigue quelque peu risquée pour un récit de résistance. Parfois, ils le sont. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, on peut insérer beaucoup de contenu risqué, bizarre ou troublant dans l'espace narratif sans pour autant remettre de quoi en question. Comme l'a dit la critique littéraire américaine Joshua Clover, narrative is out there somewhere, but it is processed into structure before it can appear. Les médias, la politique, la religion, la famille et tout ce qui fait partie de moi depuis ma tendre enfance, un ensemble submentionné de valeurs et de croyances partagées par la plupart des personnes faisant partie d'une même société, sous-tendent notre lecture, notre appréciation du texte. Une autre parenthèse, mes romans. Comme j'ai dit au début, j'étais journaliste, donc mon premier livre, Spare Parts, chez Coach House, et dont le fantastique comité de rédaction était composé de gens comme Michael Ondaatje et B.P. Nichol, de très grands écrivains canadiens-anglais. Mais c'est Nicole Brossard qui avait proposé le manuscrit à Frank, donc j'étais déjà très impliquée ici. J'étais alors co-éditrice chez Spirel, donc très intéressée par ce qu'on appelle à l'époque la nouvelle écriture. Nous lisions toute Berthe Blanchot, etc. J'étais aussi ravie de faire partie de ce groupe d'écrivaines femmes en train de co-rédiger La Terrien dimanche. Mais mon but principal dans Spare Parts, actuellement à nouveau sous presse avec 2 manifestes récentes, était de parodier en racontant le rythme téléscripteur du langage médiatique. À l'époque, on avait encore est-ce qu'on dit les télécompteurs, je ne sais pas, qui faisaient une espèce de tapage très statique tout le temps dans le fond. Comme s'il provenait d'une sorte de ligne télégraphique. Donc, c'était pas quand même j'allais pas très loin dans mon expérimentation, mais je pouvais travailler avec le son, au moins ce que je ne pouvais pas faire vraiment en tant que journaliste. Parce qu'il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas de place, etc. Ensuite, il y a eu mon roman Héroïne. J'avais déjà auparavant tenté de mettre une fin à ma carrière de journaliste en écrivant un livre sur la culture et la question nationale au Québec. Il existe des bouts de ce manuscrit non terminé aux archives nationales. Mais Héroïne a été ma première tentative d'écriture à cheval entre la langue française et la langue anglaise, du moins entre 2 façons de penser assez conflictuelles que je voulais rejoindre. Pour ce faire, il fallait inventer un dualisme plutôt performatif de la voix narrative, car les 2 langues, l'une latine et l'autre germanique, mises ainsi côte à côte, laissent entendre différentes façons de penser à travers la phrase. Et, au fil du temps, cela est devenu une attirance pour l'exactitude de cette écriture qui recherche ou qui réfléchit sur, mais aussi qui dévore, qui détruit ses propres questions d'identité qui sont so quotidiennes. Donc une écriture à la limite anti-identitaire. Dans Héroïne, cette entreprise
cette entreprise d'avoir deux discours, un Canadien, disons, un Québécois, à propos du féminisme, qui à cette époque était très différent l'un de l'autre. Je me souviens d'une critique anglophone qui s'appelle, je ne la nommerai pas parce que c'est pas gentil ce que je vais dire, qui me disait à l'époque, oh, you can't write like that because you're not French, so you have to write like all the other Anglos, really a kind of socially very aware feminist text, but stop playing around. Ça c'était pas quelqu'un au Québec, mais ailleurs. Cette entreprise réclame de nouvelles approches vis-à-vis les notions de phrases et de récits, comme j'ai déjà dit. Pas une mince oh oui, parce que je ne voulais pas, ça c'était très important pour moi. En écrivant ce livre, faire honte ni à mes amis anglophones, ni à mes amis francophones. Et ça c'était vraiment pas facile à l'époque parce que le mouvement indépendantiste était en pleine expansion et toutes les questions sociales qui allaient avec. Pas une mince affaire à cette époque-là, mais petit à petit, l'histoire est devenue une spirale, l'histoire d'héroïne, racontée de plusieurs perspectives, continuellement interchangeables. J'ai invoqué le son comme le moyen de faire que les phrases aient cette inflexion francophone de la ville. Et en ça, je pense que le seul écrivain qui me précède en anglais, qui m'a beaucoup influencé là-dedans, c'est Leonard Cohen avec Beautiful Loser. Je pense qu'il est vraiment le premier écrivain à écouter la ville, comme ça. Okay, where am I? Deuxièmement, Main Brides Against Ochre, Pediment and Aztec Sky, traduit en français comme Les fiancés de la Maine, chez Lignac. Mon but dans ce livre était de déconstruire la narration et d'examiner le récit en tant qu'installation artistique. J'avais une image en tête de portrait encadré, suspendu du plafond. Après plusieurs tentatives, j'ai décidé que le roman mettrait en vedette une femme assise dans un bar et qui raconterait des histoires à propos des femmes qui entrent dans le bar. Je pressens une influence de Marguerite Duras ici. Chaque portrait d'une étrange femme est précédé d'une intervention de la protagoniste, Lydia qui boit, qui se souvient, qui regarde, qui s'en souvient. Je savais que cette décomposition du récit soutenu, qui semblait très radicale à l'époque, me causerait des problèmes avec la critique, car il s'agissait d'un démontage justement du sujet parlant et un début d'exploration qui est devenu très actuel dans mon dernier roman, The Obituary, une exploration de la question essentielle pour moi en prose, who speaks when one speaks? Et comme prévu, le chroniqueur du Globe and Mail se plaignait que rien ne se passait dans le roman. Il m'a comparé de manière très défavorable à d'autres romancières féministes, telles Nicole Brossard. Durant la période où j'écrivais ces deux romans, j'étais, comme j'avais déjà dit, impliquée à la fois dans le groupe d'écriture féminin, mais aussi j'avais commencé à échanger avec les écrivains New Narrative de San Francisco. Et pour la première fois, je pouvais m'entretenir de prose radicale en anglais. C'était vraiment très important. Mais déjà, la question identitaire qui était très forte pour ces écrivains était pour moi autre chose. Je commençais à voir déjà un rapport entre ce qui me semble être le miroir brisé de l'identité pour tellement de monde aujourd'hui et ce que je voulais faire avec la déconstruction, si vous voulez, de la narrateur, la narratrice en prose. Là, j'arrive à la fin, mais excusez-moi. Ok, on pourrait revenir ici à Gertrude Stein qui, en voulant annuler la voie narrative, et je répète parce que c'est important, en voulant nous ramener à la matérialité du langage, réduisait la limite entre le sujet et l'objet, le sujet parlant et l'objet de l'histoire. Je savais que le poète Rilke avait expérimenté avec la lecture de la structure coronale telle qu'indiquée par le théoricien des médias Frederick Kittler.
donc il écrivait, a trace or a groove appears, where the frontal and parietal bones of the suckling infant have grown together. Ça, c'est Rilke qui parle. Comme si, selon Kittler, en lisant Rilke, les découvertes de Freud et d'Exner avaient été projetées hors du cerveau, sur son enceinte, afin que l'œil nu puisse lire à présent la structure coronale comme écriture du réel. Il suffit d'apposer l'aiguille d'un gramophone, disait Kittler à l'époque, et je vois ici l'aiguille comme un outil d'écriture, sur les sutures ou sur toute autre surface anatomique, et elles livreront, upon replay, un son primitif sans nom, une musique sans notation, un son bien plus étrange que n'importe quelle incantation mortuaire pour laquelle le cran fut utilisé à l'origine. J'adore cette image, on peut en parler plus tard par rapport à l'écriture. J'aime aussi comment l'écrivain gay new-yorkais Douglas Martin, qui fait partie d'une génération plus jeune, beaucoup plus jeune que moi, d'écrivains narratifs, explique aussi son rapport à cette ligne ou cette limite-là. In reviews of my I-driven works, I am put to defend my use of a conceptual self. Ceci est plus proche de ma propre façon de me rapporter au monde à travers un ensemble assez complexe de postures liminaires identitaires. On pourrait, par exemple, être autochtone dans ce monde qui irait la présence autochtone, ou avoir des parents qui parlent une langue obscure, ou des parents qui proviennent de cultures en conflit, c'est-à-dire que la question devenait, du moins pour certains d'entre nous, comment écrire de façon à ce que toutes les parties, un peu comme chez Humpty Dumpty, se ressemblaient en un sujet parlant. Ce dilemme sous-tendait peut-être mon désir quasi steinien d'expérimentation sans faire, car en l'absence de constellation visible dans ma rue trop éclairée, ce que je veux, ce n'est pas d'écrire les nouvelles d'hier dans le roman, mais plutôt de projeter de manière continue et soutenue un sujet qui crie, c'est-à-dire un écrivain qui est sans cesse réincarné textuellement. Comme l'a suggéré Bob Gluck récemment dans une présentation faite à CUNY, à New York, une telle écriture ne donne pas au lecteur l'impression de se sentir en sécurité en lisant, mais plutôt d'être mise au défi. Ensuite, dans mon roman My Parish, j'ai pris comme emblème une de mes citations favorites, I am the only doll's breast with feelings, tiré du chapitre L'automaton, c'est jouet mécanique, je pense en français, dans le livre des passages de Walter Benjamin, que j'étais en train de lire un petit peu chaque jour quand je vivais à Paris afin de nourrir cette histoire-là. Je voulais faire un roman élémentaire, mais c'est devenu l'opposé de ça, un sujet organisé finalement, et je ne sais pas pourquoi, mais autour des phrases composées de participes présents dont la nature passive, active, fournissait une incision grammaticale quasi cruellement objectivante dans le prose, rendant le sujet écrivain suffisamment petit et poreux pour absorber un maximum du mouvement, percé de plusieurs fragments de sons et de tropes urbaines. La présence émondée du narrateur ainsi que la nature passive-active du participe donnait au roman, selon moi, une surface texturée et m'a épargné une progression volontaire vers une fin future, exprimée au travers d'une narration directe. J'avais l'impression que je réalisais un rêve partagé par tant d'autres écrivains contemporains, d'écrire dans une sorte de moment présent dans lequel le moment et la voix narrative sont tous deux en devenir et fragmentés par le passé. Je commençais à croire que le sujet du roman était réellement une suture de toutes ses parties, ses multiples identités, ses fragments d'expérience, etc. Je commençais alors à ressentir le manque, comme je l'ai mentionné plus tôt, d'un milieu de prose expérimentale au Canada. Je ressens toujours ce manque-là.
Et en même temps, je travaillais sur mon dernier roman, paru récemment, The Obituary. Ma communauté d'écriture était en fait devenue une affaire continentale fragmentée, avec une partie encore enlacée dans ma relation avec les écritures provenant du Québec, et l'autre partie me rattachant à l'écriture non narrative et haute aux États-Unis, que j'appréciais énormément pour leur engagement envers la prose expérimentale. Je voulais rester dans l'espace romanesque avec tout ce qu'il offre comme tableau de vie, sans toutefois surmener le côté gauche du cerveau au détriment du côté droit. Selon Benjamin, les historiens et les romancières ont tendance à historiciser, selon moi, inventent des causalités historiques afin d'en assembler les parties. Avec qui, se demande Benjamin dans ses tests sur l'histoire, est-ce que l'écrivain historien fait preuve d'empathie? La réponse est irréfutablement le vainqueur. Bien que j'avais peu d'expérience directe de la culture autochtone, nonobstant des nièces, neveux, cousins, métis et le dernier, je voulais que The Obituary esquisse d'une façon ou d'une autre la présence fantomatique de cette culture ainsi que les autres restes sombres hérités de ma famille très mêlée, côté de ma mère. Je me demandais comment trouver des phrases et une relation entre le narrateur et la narration qui pourrait au moins faire allusion aux lacunes dans la signification créée par l'absence d'autres langues culturelles dans mes œuvres. J'aime que le poète asiatique canadien Rita Wong se demande comment the habitual placement of the tongue changes the mouth. J'aime que Rita pense aux espaces entre les langues qui la concernent quand elle demande « When the tongue is still, are you quiet enough to hear the dead? » Elle entame quelque chose d'intéressant avec cela. The reigning voice resigns or resignifies, dit-elle par rapport aux voix minoritaires, et parce que ce n'est pas seulement par sa propre langue maternelle asiatique que Rita Wong, environnementaliste et activiste, est concernée, mais aussi par les questions liées à la langue et culture autochtone. Elle ajoute une autre ligne à son poème. Ipperwash, Gustafson Lake, Oka, Burnt Church, Port Radium, Nitassinan, Lubicon Lands. Tous les sites d'affrontement entre les Autochtones et la police ou l'armée au sujet des revendications territoriales. Pour terminer, je dirais que mon ami Bob, avec qui j'ai co-dirigé l'anthologie que Léane a mentionné tantôt, je continue de vouloir écrire avec une totale continuité et une totale disjonction, tâche impossible bien entendu. Si pour Bob et les autres queer à San Francisco, il était nécessaire pour l'action politique d'avoir au moins une identité provisoirement stable, à Montréal, c'est la langue qui sous-tend en premier lieu la question identitaire. Nous n'avons aucun problème à penser de la langue comme question politique, donc quelque chose qui peut en soi être examiné, à mon avis, de manière critique et presque naturelle dans notre écriture. Dans The Obituary, la voix narrative est non pas annulée, mais éparpillée. Elle était une femme dans une fenêtre, mais aussi une mouche hyper éroticisée et une lesbienne qui cite des archives historiques à partir du sous-sol d'un triplex montréalais. Et cette scission de la voix narrative ouvre de l'espace temporel et spatial. Ce ne sont pas les morts qui nous hantent, ce sont les brèches qui sont en nous, laissées par les secrets des autres, disent les psy post-freudiennes Abraham et Torah. Tout conteur est donc en quelque sorte un ventriloquiste, imitant les voix étranges qui arrivent du passé féminin, mais aussi du décor social. Ces voix, comme je l'ai mentionné ci-dessous, permettent une prose qui oscille entre les deux, dans deux directions, vers la terre et vers le bruit. Quand la fiction reste comme avant, voilà une catastrophe. Pour détourner un peu une phrase de Benjamin, que les choses restent comme avant, voilà la catastrophe. Quand la fiction est en crise, c'est une crise qui,
Pour citer la jeune écrivaine afro-américaine Renée Gladman dans Biting the Air, et une crise qui est a result of the nervous breakdown of expectations in the Department of Relations among sentences. Gladman ajoute, experimental prose is about a crisis in semantics, not about psychological trauma, though the latter is not excluded. Je ne poserai pas de questions tout de suite sur la modernité, je reviendrai peut-être tantôt, mais dans The Obituary, une chose qui m'a beaucoup fasciné, c'est le travail justement sur les langues. Ça, c'est toujours constant dans ton œuvre romanesque de fiction, disons en général, mais ici en particulier, on est sur le manuel, on reconnaît quand même jusqu'à certains points de milieu, mais il y a une volonté systématique, et ça, je trouve ça plus intéressant à ce niveau-là, de prendre ce qui est du référentiel et en faire quelque chose qui serait presque de l'étrangeté. Par exemple, la manière que tu désignes les rues. Settlers None, ça m'a pris un certain temps, mais effectivement, c'est Jeanne Mance, on peut très bien, mais du coup, on est quand même un peu dépaysé. On dit pourtant, j'habite là, j'habite à côté, je marche là tout le temps. Settlers None, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est? Boulevard Sainte. Boulevard Sainte. Saint-Denis, je me souviens plus comment tu le désignes. Saint-Denis, j'ai gardé le nom. Oui, mais avec quelque chose d'autre, il me semble. Oui, mais je m'en souviens plus. Et le nom des rues, toute la topographie, on sait qu'on est là, on sait qu'on est sur un quartier familier de Montréal, que moi j'habite à côté, donc je suis toujours là. Donc puis en même temps, on est dans un autre... alors, je me sens t'entendre là-dessus, parce que ça me paraît... Dans la logique des loyautés conflictuelles, justement, tu es loyal à ce quartier, un peu comme Sherry Simon qui a écrit là-dessus sur les épicités culturelles, tu es loyal à cet espace-là, puis en même temps, tu lui fais subir quelque chose qui pourrait être perçu de l'extérieur comme étant non loyal. Donc j'aimerais ça t'entendre parce que moi, ça me fascine. Et toi? Bon, mais d'abord, j'essaie de ne pas traiter mes loyautés de façon binaire parce que ça donne beaucoup de complications, mais le rôle de la personne qui écrit la fiction n'est pas le même rôle qu'à la critique comme Sherry Simon, par exemple. Et moi, je trouve parler de Mile End et trouver une façon de dire comment les noms des rues, les langages que les gens parlent bougent tout le temps entre le français et l'anglais, et puis entre d'autres langues aussi, mais mettons, on ne peut pas couvrir un chemin trop vaste, un champ trop vaste en même temps. Pour moi, c'était quand même, j'étais assez contente de cette trouvaille-là parce que je l'ai trouvée, parce que ça fait que les noms de rues bougent. Et puis, l'autre chose, c'est que dans ce roman-là, c'est justement pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec la question de temporalité, parce que je voulais écrire un roman présent, mais où le passé est présent dans le présent, si tu veux. Il fallait que je trouve une façon où le temps bouge très naturellement à travers des siècles, et aussi, je dis naturellement comme ça, là, et aussi la topographie. Alors, je joue avec la topographie de Montréal de cette façon-là, soit dans les noms de rues, soit dans les... bon, je mets une... comment dit-on en français? Apple Orchard, dans le parc Jeanne-Mance. En fait, je fais plein de choses comme ça pour correspondre à certains moments historiques. Mais le fait, c'est justement le fait de ouvrir la structure qui est la voie qui narre. Est-ce qu'on dit ça? Oui. Non, mais je veux que ça soit correct, là. La voix qui est en train de raconter, le fait de l'ouvrir permet beaucoup de mouvements qu'on ne pourrait pas avoir autrement, parce que sinon, il faudrait un mouvement vraiment aussi logistique. Bon, si cette voix-là était un vrai personnage, avec un caractère, avec une personnalité, elle serait coincée dans son temps. Et puis, je voulais trouver une façon de faire bouger à la fois la topographie puis le temporel pour permettre l'histoire de la famille, pas d'apparaître comme quête découverte, parce que je trouve ça vraiment quétaine, mais une présence comme une autre, comme toutes sortes de présences quasiment inconscientes qu'on a chacun chez nous.
beaucoup de questions. Well. Est-ce que tu préfères que je la pose en français ou en anglais? Ben, écoute, je comprends pas assez le français. Vas-y. En fait, c'est une question à propos de Heroine. Puis moi, quand je lisais le roman, je me disais, j'avais inventé un peu une trame narrative qui menait la narratrice ou les narratrices d'une sorte d'un conflit entre les communautés linguistiques, l'anglais et le français, où elle est un peu prise parce qu'elle est anglophone, mais elle voudrait appartenir à la communauté française. Elle est par quelques années, mais haïe par l'histoire. Mais menant de ce conflit-là jusqu'à une sorte de loyauté plus primordiale, à une sorte de féminité. Je ne veux pas réifier la féminité et dire qu'il y a comme une féminité, mais me semblait qu'il y avait une loyauté qui précédait en fait la loyauté à la communauté linguistique et qui était en fait plus importante. Mais il fallait la découvrir et je voulais... En fait, c'est intéressant comme lecture, oui. Je sais pas si c'est... ben, enfin... C'est quoi exactement la question comme ça? Ben, je veux t'entendre parler de comment interagissent les communautés différentes des langues, mais aussi celles, qu'on pourrait dire, des femmes, parce qu'il y a quand même un jeu là-dedans. Oui. Ah oui, il y a un jeu fort dans Heroine, et puis Heroine reste... encore quand je fais des lectures publiques, n'importe où sur le continent, on vient pour me dire combien on adore Heroine, parce qu'il y a... je pense parce que c'est assez narratif comme expérience. Puis c'était une époque fun, cette époque-là. Je pense que quand j'écrivais Héroïne, je me souviens, j'avais quitté le journalisme, puis je commençais à vouloir écrire. Et donc je suis allée à une lecture de poésie à Concordia. Et là, c'était un gars avec toutes les femmes groupées autour qui étaient très impressionnées de ce monsieur-là. Je m'en souviens plus qui c'était. Et là, j'ai dit non, ça, si je vais là, j'écrirai pas un mot. J'étais quand même assez affirmée parce que j'étais journaliste. Je n'étais pas comme... tout le monde savait qui j'étais. J'avais une bonne carrière en journalisme. Et à un parti, j'ai rencontré France Théré, qui est une de ces écrivaines dans la théorie un dimanche. Et on commençait à se parler. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à découvrir, je pense, un genre de féminisme qui était littéraire, parce que bien entendu, je connaissais déjà le féminisme comme mouvement politique. Et donc, toute Héroïne était aussi pour moi un processus de découvrir un discours qui naissait à l'époque. Pour moi, le fait francophone et le fait féminin, si tu veux, dans ce roman-là, c'est une histoire d'amour avec les deux, là, très très fort. Et je pense que c'est ça l'histoire du roman, effectivement. Oui, dans les deux sens, oui. Oui. Plutôt, on ne veut pas déformer vos paroles, donc vous me dites si je me trompe, mais vous avez dit que quand vous avez abandonné votre carrière en journalisme, il y avait un intérêt pour construire un pont. Vous avez parlé de pont. Ok, bon, oui. Puis je trouve ça intéressant parce que on parle d'affiliation, puis il y avait un peu... En même temps, je sais, dans la visite du Canada, c'est vraiment pas ce que vous voulez d'être le pont entre deux cultures. A Visit to Canada, oui. Oui, donc c'est ça. Donc j'aurais fait vous entendre sur l'idée du pont, puis parlons de pont finalement. Oui, The Visit to Canada a un peu bouleversé mon désir de pont pendant un moment. Visit to Canada est un des portraits dans Main Brides où justement la fille qui s'en saoule dans le bar voit une femme qui vient de l'Alberta. Je ne sais pas pourquoi il semble que beaucoup de femmes viennent de l'Alberta, mais en tout cas. Et puis elle est à la fois très attirée par cette femme et très choquée par ses façons très abruptes, tout ce qu'elle assimile avec le Canada anglais, puis qu'elle fuit en tant qu'anglophone elle-même. Alors,
c'était ça. Le pont, c'est un mot que j'ai... Et même quand Sarah Hensey a traduit ce texte pour moi, puis je l'ai remanié après, puis quand j'ai vu le mot pont, je me suis dit... c'était quelque chose au départ parce que j'étais comme les anglophones poster child pendant longtemps pour comme une des rares personnes qui fréquentait le milieu francophone d'écriture. Et donc on me demandait souvent de jouer ce rôle-là, d'expliquer dans un sens et dans l'autre, et ici au Québec et au Canada, et puis plus tard aux États-Unis un peu aussi, mais quand même de façon différente. Et c'est pour ça que j'ai dit à Jill, à un moment donné, je ne voulais plus que mes conflits soient binaires parce que c'est quand même un rôle un peu... c'est le rôle du traducteur, en effet. C'est un rôle important, mais ce n'était pas le rôle que je voulais me donner dans le rôle. Oui? Est-ce que vous aviez le même conflit dans vos traductions, justement? Non, pour moi, la traduction est un travail. J'adore ça, traduire. Je n'ai pas le temps parce que j'enseigne, mais quand j'arrête d'enseigner, je veux retourner à la traduction. Non, là, c'est plus un jeu, une danse entre des mots, des deux langues. Vraiment fun. J'adore vraiment ça. Mais attends, jouer le rôle de pont, c'est constamment expliqué. Si je suis dans un milieu... Tu connais ça, Will? Aussi, peut-être, puisque tu parles tellement bien français. Oui, ben, c'est justement ça. En fait, je traduisais un livre l'année passée, puis l'auteur était vraiment ancré dans la culture francophone, puis je me disais, le lectorat va pas comprendre d'où il vient avec ces idées-là. Ouais. Puis il va falloir que j'explique tout avec des notes, puis c'est assez fatigant à la fin, mais c'est un travail justement très important. Oui, mais ça, pour la traduction, ça me dérange vraiment pas. Je pense que ça fait partie de la job. C'est plus pour... si on est constamment invité à faire des conférences sur l'autre, que ce soit l'autre francophone ou l'autre anglophone, à un moment donné, on se trouve quasiment parodie de soi-même. C'est comme une vie traductionnelle. Mais oui, c'est ça. Pour rebondir sur ce qu'on était arrêté, sur la révolution est commencée. Non, le terme que j'avais employé, c'est encore pire. C'est gentil, tu as juste parlé de modernisme, mais en fait, c'est un terme qui pour moi est très positif, mais qui est généralement entendu comme négatif, anachronique. Anachronique. Oui, c'est vrai, c'était vraiment pas gentil. C'est ça. Mais c'était pas par rapport à ça. C'est une question, je pense qu'il y a eu malentendu, c'est une question de réception, c'est pas une question d'écriture. Oui. C'est que toi, tu es resté toujours fidèle à ton projet d'écriture. Oui. Alors que, et donc, d'après ce que je comprends, au niveau de la réception anglo-canadienne, au début, tu étais vu au contraire comme étant trop avant-gardiste, ou tu jouais avec les langues et tout, bon, comme tu t'as nommé. Alors qu'au Québec, il n'y avait pas de problème, parce qu'on faisait ça. Pas au départ, non. Pas au départ, c'est ça. Années 70, Nicole Brassard, de Bellefeuille, tous les formalistes, les féministes, les contre-cultures, on faisait tous ça. Qu'est-ce qui est intéressant de marquer, c'est que toi, tu es resté fidèle à ton projet d'écriture. Obituary, pour moi, il va être encore plus loin dans la même logique. Alors que si on lit Nicole Brassard aujourd'hui, on lit Normand de Bellefeuille, ils font des romans traditionnels. Oui. Alors, qu'est-ce qui se fait de moderniste, selon au Québec maintenant, et je suis très sceptique, c'est au Cartanier. Ça se fait en poésie. Oui. Dans le récit, dans le roman, à part R.D. Bouchard, et peut-être un ou deux ici et là, même si dans tout le retour aux régions qu'on voit intéressant, c'est très traditionnel au niveau de la forme. Même Catherine Mavroukakis qui fait quelque chose avec plusieurs voix narratives dans le dernier, il y a quand même une trame, c'est une voix oscillante quand même. C'est une voix oscillante, mais il reste qu'on peut très très bien reconstituer très facilement toute la logique du récit. Bon. Et moi, c'est positif parce que dans ma thèse qui portait sur toute autre chose, pour ça je veux t'entendre parler quand même brièvement sur la question de postmoderne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou si ça veut rien dire. Parce que moi, anachronique, il y a deux façons d'entendre le mot. Il y a l'anachronisme, et ça, c'est le sens négatif. C'est passé, c'est périmé, c'est dépassé. Moi, je milite pour une logique de l'anachronicité qui vient de l'inconscient freudien. Les temporalités coexistent.
passé, présent, futur. Oui, mais et ça, je le vois. Exactement Ben ça, oui. oui. Et donc, c'est un compliment, c'est ça que je te disais. Mais pas moderniste. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs sur lesquels moi j'ai travaillé sont postmodernes. Ça, je pourrais faire une conférence là-dessus. Je suis convaincu, Aquin, Gould, Pasolini sont postmodernes. Mais c'est ça. Toi, par contre, je te vois pas nécessairement postmoderne, puis je pense que tu avais après me dit que le terme, ça ne te disait rien, ou tu ne te reconnaissais pas là-dedans, et j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que le débat, pour moi, ça m'intéresse que tu, vraiment de façon très positive, ça m'intéresse que tu ne me vois pas comme postmoderne, parce que moi, je ne sais vraiment pas... c'est pas un terme qu'on entend souvent, me semble. Ça, c'est un terme qui est devenu avec oui. On dit plus ça. Et des fois, les gens parlent en anglais. Il y a certains écrivains qui vont parler de avant, writers who are avant, writers pas avant-garde, mais avant. Ça, c'est un terme que j'ai entendu. Puis il y a tout le mouvement conceptualiste. Maintenant, on va voir les écrivains conceptualistes le 30 mars qui, ça vaut le coup vraiment de les entendre, qui je dirais, c'est vraiment ce qui domine, je dirais, actuellement dans le circuit américain, et c'est beaucoup l'intertextualité, le sujet qui... Ça me fait penser au passage de Paris d'une certaine façon, le rapport du sujet par rapport au travail, je veux dire, où est Benjamin dans ce livre-là. C'est pour ça que je trouve que quand je dis moderniste... Alors, je sais pas vraiment, je fais mon petit chemin, tu sais. Donc, tu restes fidèle, je pense, à ta poétique, et les noms que tu as mentionnés, George Rundstein, Benjamin, pour moi, c'est le modernisme au sens fort du terme. C'est dans le plaisir du texte de Barthes, la jouissance du texte versus le plaisir qui, lui, est pour le texte classique, lisible, facile à résumer et tout. Toi, tu te situes dans la partie la plus exigeante, je pense, dans la jouissance du texte. Mais ça veut dire aussi qu'Obituary, si j'avais à l'enseigner, je dois le lire au moins 3 fois. Non, mais je le ferais parce que je veux le faire, parce que ça me bon, mais en même temps, c'est pas facile. Et ça serait être un menteur de dire que c'est facile. Parce qu'on n'a pas ces habitudes-là de lecture, tout simplement. Et ça, c'est parce qu'il manque vraiment une discussion sur ce genre de prose. Au Québec, actuellement aussi. Ça va commencer dans l'époque de l'écriture féminine, puis même avant Vacaquin, puis... etc. Mais c'est intéressant, le shift de la réception anglo-canadienne à québécoise francophone. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu n'es pas juste entre deux langues, mais tu es entre deux concepts, deux réceptions différentes. Et c'est pour ça, je pense que... Mais toi, parce qu'il y a les États-Unis aussi. Les États-Unis, que ça, moi, je connais pas. Là, et puis, oui. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réseau continental de ce genre d'écriture. On y voit Nicole des fois, on voit Angela des fois qui est ici, on voit toutes sortes de personnes qu'on connaîtrait quand même à des lectures, dans les conversations, dans les revues littéraires, on traduit beaucoup, ça va, je veux dire, c'est vraiment... ça bouge vraiment beaucoup. Puis les gens de tout âge aussi, je dirais, je veux dire, c'est sûr que moi, je ne vais pas écrire comme quelqu'un qui a 40 ans. C'est pas la même chose. Mais oui, il y a vraiment un réseau de fun qui vaut le coup d'explorer. Mais on ne l'appelle pas postmoderne, je crois pas. Non. C'est pour ça que... On l'appelle... Je pense pas qu'on a un nom. Mais merci beaucoup pour vos questions. Il y en a une question, oui. Attendez. J'ai l'impression d'avoir, quand je pense et quand je présente, quand je pense à ton œuvre, quand je te présente, j'insiste beaucoup sur la collaboration. Il y a plusieurs collaborations. Oui. Mais en fait, le thème de ce cycle de conférences est la conflictualité, les loyautés conflictuelles. Oui. Et je veux juste, peut-être, si tu veux, si tu pourrais, si tu te sens appelé à le faire, qu'est-ce que ça veut dire les loyautés conflictuelles? Parce que tu as commencé aussi en disant que tu te sentirais traître si tu prononcerais... alors ça, c'est juste un aspect, mais est-ce que tu
tu considères la question de conflictualité au niveau du récit et toutes les questions de point de vue, de perspective que tu as soulevé, le fait qu'il n'y a plus vraiment de perspective. Cette idée fondamentale du récit n'existe plus chez toi. Récit comme semi-autobiographique, tu veux dire, avec un jeu parlant? Oui. Ou même récit avec un narrateur, une voix, etc. Ou est-ce que j'aimerais juste t'entendre sur la question des loyautés conflictuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ta façon pour de toi? poser la question est très intéressante. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment y répondre. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, quand j'écris maintenant un roman, je pense à faire une composition. Pour moi, c'est une composition. Même la narratrice est une composition. J'aime beaucoup l'idée de Kittler que j'ai citée. Je trouve cette image, et ça fait longtemps que je connais cette image, mais je la trouve tellement belle avec l'aiguille de la gramophone qui trace la... C'est quand le bébé est nouveau, là, c'est pas tout à fait fermé, puis ça ferme, et puis là, ça laisse une ligne, chacune à sa ligne, si tu veux. Puis pour moi, c'est plus comme un mouvement sur cette ligne qui ramasse toutes les petites parties qui forment cette ligne-là, ou qui essaient de ramasser tout ça. Donc, les choses, ça peut être les choses de la mémoire, ça peut être... Mais... Et des fois, c'est très conflictuel, comme les notes en bas de page dans l'obituary, et même la voix de la partie lesbienne de la protagoniste. Et la voix est très... elle cherche des conflits partout. Je ne sais pas si c'est un trait ou quoi, mais elle aussi, puisqu'elle cherche justement les conflits, elle s'en va chercher les archives vraiment racialisantes des gouvernements par rapport aux autochtones. Je veux dire, il y a des petits bouts de conflit, mais ce n'est pas le grand conflit qui est le sujet de conversation d'héroïne, où vraiment c'est l'amour qui le conflit en même temps, parce qu'elle ne peut jamais être québécoise, et puis elle le veut un peu, je crois, puis... oui. C'est comme Gilles a dit, c'est l'écart entre Jeanne Mance, qui on pense même plus au personnage historique. Mais si on dit Settler Nun, on se rend compte, c'est une sorte de déformation, ça défamiliarise en fait. Alors là, dans l'écart, il y a du conflit. Et le conflit nous renseigne sur... Oui, mais ce sont les conflits... c'est pas comme tout le roman est structuré par un conflit, comme dans Héroïne. C'est plutôt un mosaïque, je pense le mot, mais en tout cas, parce que c'est trop statique. Un assemblage de choses, y compris des conflits. C'est sûr qu'il y a des... Mais... Ça fait aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire sur Montréal, parce que c'est une ville tellement complexe, je veux dire. C'est plein de petits conflits tout le temps. Premier conflit, quand on arrive au magasin, au dépanneur, quelle langue on parle, tu sais? On cherche. Moi, je cherche à pas avoir d'accent pour qu'on me réponde en français. Ça n'arrive pas souvent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, et en français et en anglais, qui pensent tout le temps, en marchant dans les rues, en marchant dans les quartiers, on pense d'abord à la langue. De façon un peu conflictuelle, mais aussi de façon vraiment stimulante. Alors, je pense que je suis plus là. Qu'en pensez-vous, Simon? Moi, je vous écoute avec beaucoup de... Oui, je pense. Tout ce que vous dites, c'est les petits conflits, oui. À la présence de la langue.
Comme des langues de feu. Hein? Comme des langues de feu. Ah, peut-être, oui. Ça, c'est le nom d'un poème de France Thierry, Langue de feu. Oui, j'ai vu. Est-ce que vous pensez que l'écrivain a une certaine responsabilité à la langue, puisque c'est les matériaux avec? Ben, c'est son métier, c'est la langue, enfin. Donc, si on laisse la question identitaire de côté, est-ce qu'on se libère de cette responsabilité-là? Ou comme vous disiez au début, ou tout à l'heure, le poster child, c'était trop. Oui. Puis l'idée d'un pont, c'est pas nécessairement une des responsabilités du métier de l'écrivain, disons. Oui. Puis est-ce que vous pensez jusqu'à un certain point qu'on transcende cette relation-là, le binary, cette dualité-là, les deux langues? C'est qui on dans des écrivains bilingues, oui. des écrivains qui expérimentent certaines cohabitations linguistiques d'une manière bilingue. C'est drôle que vous posez cette question parce que ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à Gérald Leblanc, et bon, qui est un écrivain qui fut un écrivain acadien, mais comment l'incidence d'histoire fait qu'un écrivain comme Gérald, qui habitait à Moncton, qui donc, n'avait peut-être pas beaucoup d'accès à plein de réseaux, qu'on aurait même à partir de Montréal, et qui écrivait les choses tellement fun, et qui s'approche beaucoup à une certaine écriture. Je suis sûre que certains de ses livres sont très appréciés dans certains milieux américains, mais on ne le connaît pas, probablement on ne le connaîtrait jamais, tu sais. Ce n'est pas une réponse à votre question, mais non, moi je pense que chacun, il faut qu'il fasse. La responsabilité, c'est envers l'écriture, point. Si on n'est pas fasciste, on ne serait pas fasciste dans Alors, j'aimerais remercier Gail Scott, non seulement pour ce discours, cette conférence, mais aussi pour, je ne sais pas, pour continuer d'oser, d'ouvrir tous ces espaces créatrices, critiques à travers son œuvre. Merci beaucoup, Léa.